Bonsoir, ce soir à Dans le Mille, on vous parle de la blessure de Laine et de Rainbacker. Maintenant, on sait c'est pour combien de temps. Après ça, on soit Jeanne Blanchet du Journal de Montréal et du Journal de Québec pour parler du scandale dans Team Canada féminin dans l'équipe U22, aucune québécoise. Et puis finalement, pour la troisième partie, on vous parle de quelques joueurs du repêchage LHMQ 2024 qui ont fait leur début en LHMQ récemment. Bon épisode. Bonsoir tout le monde, bon mardi après-midi, soirée, dépendant de l'heure où vous êtes levé. Donc je suis toujours en compagnie de Renaud, mais à distance. Comment ça va? Exactement, le nouveau format. Ça va bien et toi? Ça va très bien. On va commencer direct là, parce que c'est sorti aujourd'hui. Deux joueurs qui étaient partis en moins de 5 minutes de la première, de la dernière partie éliminatoire. Éliminatoire. Pré-saison, je sais pas pourquoi j'ai Ouais. dit vraiment l'inverse. C'est vraiment l'inverse, Éliminatoire, en ça fait, serait des moins parties. grave. Ça serait. Ouais, à la limite, il y aurait l'été. Mais bon, donc, David Reinbacker, absent pour 5 à 6 mois. Chirurgie nécessaire, même qui a été faite aujourd'hui. Donc, ils ont pas niaisé. Non. Mais la bonne nouvelle, là, dans un sens, c'est Patrick Laine, pour qui on voyait vraiment peut-être la saison terminée là, du 8-9 mois de out. Eh bien non, ça va être juste une entorse au genou apparemment, qui nécessite aucune chirurgie, rien, aucun rien. Donc 2-3 mois. Donc ça se pourrait que l'année soit là dès le début de l'année 2025. C'est ça, donc écoutez, c'est dommage parce que un peu, en tout cas, ça aurait été dommage dans n'importe quel contexte, mais là que ça arrive dans un match de pré-saison euh, par un joueur qui jouera pas en LNH, ça remet un peu en question, est-ce qu'on devrait faire des matchs de pré-saison, est-ce que ça devrait être plus en mode amical, un peu comme Buffalo ont fait à Munich. C'est à discuter, écoutez, l'intention de Paris, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, sur Twitter dans les derniers jours. Je pense que le consensus pour la plupart des gens est assez clair. Est-ce que c'est un geste intentionnel? Non, mais est-ce qu'il y a le skill pour jouer avec des gens qui ont de la vitesse comme Laine sans que ça soit dangereux pour eux? Peut-être pas. Fait que c'est plus ça qui est dommage, même si à la fin de la journée, peut-être que son but, c'était pas de blesser Laine. Fait que, écoutez, ça met un peu un bémol sur le début de la saison du Canadien. Maintenant, il va falloir se rassurer en se disant, écoutez, peut-être que si dans la fin de la journée, la saison marche un peu mieux que ce qu'on pense, le point de consolation qu'on a, c'est qu'on a encore un beau repêchage qui arrive. Mais bon, c'est sûr que tu prends pas des joueurs au repêchage pour que peut-être qu'après, il y a un plan. Puis là, on avait vraiment l'impression d'arriver vers un peu, comme on avait dit à BPM Radio, je me souviens plus qu'animateur, mais de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Puis finalement, Ouais. écoutez, moi, l'excitement que j'avais de regarder le Canadien, je suis content qu'il y ait du hockey, mais c'était vraiment, de voir Rainbacker, de voir Laine, c'est sûr qu'il reste Hudson et tout ça, mais il y a quand même une grosse partie de l'excitement de cette saison qui est disparue un peu rapidement. Ouais, puis c'est ça justement, tout d'un coup, les amateurs du Canadien, juste en général, là, tout d'un coup, ils retombaient en amour avec le top 5 du draft de l'année prochaine. Mais donc, ça va peut-être pas être un top 5, peut-être juste top 10 avec le 3 mois de manqué de l'année. On va quand même continuer aussi avec, bon, comme à chaque semaine, on a le code DLM30. Donc, avec ce code-là, vous avez 30% de rabais pour avoir Elite Prospect Premium. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un avantage d'avoir ça là, si vous aimez beaucoup les statistiques, beaucoup juste les joueurs, faire des recherches. Vous pouvez voir plusieurs informations et la principale, mettons, c'est les game logs. Donc, voir le temps de jeu de match en fait, c'est ça, le temps de jeu par match et les statistiques par match des joueurs et non juste un cumulatif de la saison. Bon, écoutez, là, cette semaine, on a eu une petite nouvelle en parlant de ce qu'on parlait. Je pense que c'est la semaine passée qu'on en passait dans l'épisode. Moi puis Jules, on se posait la question, ça serait quand les camps de PWHL? Donc, rapidement, je voulais juste mentionner qu'aujourd'hui, ça a été confirmé par la Ligue qu'à partir du 12 novembre, il y aurait les camps d'équipe. Puis avant ça, il y a comme un format de mini-camp, mais c'est fermé au public. Ça va être bon pour les équipes, mais en sens que pour les fans, il n'y aura pas grand-chose à regarder. Mais à partir du 12 novembre, on commence les vrais camps. Donc, une date à marquer sur votre calendrier. Avant qu'on rentre avec notre invité, je voulais juste remercier notre deuxième partenaire, perfoelite.com, pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit en équipe ou tout seul.
mentale ou physique, perfoelite.com vous couvre. Ils ont une très bonne équipe d'entraîneurs qui ont entraîné à tous les niveaux, AHL, LHJMQ, NHL. Donc, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement. Maintenant, écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a eu une enquête qui est sortie sur l'équipe U22 de Hockey Canada. Puis nous, ça concernait des joueurs que moi et Jules, on a reçus au podcast, qu'on est allé voir en personne. Puis, donc, on peut vraiment témoigner de leur niveau parce qu'on les a suivis la saison dernière, on leur a parlé. Puis, on se dit que ça serait quand même une bonne idée de recevoir l'enquêteur, si on peut dire ça comme ça, le journaliste, en fait, qui a sorti un peu la nouvelle du U22. Donc, pour vous expliquer ça, on va faire rentrer Jean-Nic. Salut, Jean-Nic. Salut, Renaud. Salut, Jules. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ben, ça me fait plaisir, mais là, lâchez-moi l'enquêteur puis les enquêtes. En fait c'est un dossier qui n'était pas, c'était pas un grand secret. Là. C'est surtout que moi, grâce au Journal de Québec, Journal de Montréal, j'ai une bonne tribune. Là, donc, ça permettait de le rendre encore pour le grand public. C'est ce que j'essaie de faire, là, de pouvoir écrire pour le grand public pour que ma mère elle comprenne que ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense que c'est plutôt ça parce que ça n'a pas été si compliqué que ça de fouiller pour constater tout ça. Là. Je vous laisse aller, là, mais je voulais juste faire la parenthèse. Non, mais comme tu dis, c'est un sujet qui est moins connu, qui peut être moins attrayant pour le lecteur et aussi pour les journalistes à un certain niveau. Puis là, toi, t'es tombé dedans. Puis en lisant l'article, on peut pas ne pas avoir une émotion de frustration en tant que Québécois ou juste en tant qu'amateur de hockey. Là. On peut pas être frustré de voir ça, là, que justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de l'organisation. Puis j'imagine que c'est ça qui t'a fait un peu, c'est quoi qui t'a donné envie un peu d'aller pousser plus loin là-dedans? J'imagine que c'est ce que Jules disait. Ben, je dirais que j'essaie de ne pas trop verser dans le patriotisme. Là, C'est sûr que j'ai toujours... on peut parler dans le hockey junior, Justin Poirier qui était petit, qui était québécois, mais qui patine pas vite. Puis, j'ai tout le temps voulu défendre Justin Poirier un peu. Puis, les Québécois avec les Canadiens, c'est sûr que je fais attention, mais il y a des éléments pour moi que c'est comme naturel qu'il faut. Bref, c'est une petite parenthèse, mais par rapport au hockey féminin, c'était même pas ça, là, Jules. Là, c'était juste. Quelqu'un m'a juste lancé ça. Il m'a dit hey, il y a une fille, là, elle a gagné là, MVP de l'année, recrue de l'année, puis Hockey Canada l'a même pas invité, ils sont même pas allés la voir. Puis, moi, j'y croyais pas, là, mais je me disais, OK, si 40% de ce qu'il me dit est vrai, si 10% de ce qu'il me dit est vrai, c'est déjà incroyable. Puis j'ai fouillé, puis crif, tout était vrai, là. C'est exactement ça, là. Donc, à partir de là, ben, je veux dire, si ça avait été une fille de la Nouvelle-Écosse, ça aurait été vraiment fou aussi, là, Je ne sais même pas si c'est une question de langue ou une question de Québec, ou je pense même pas, là. Je pense que c'est surtout une question de universitaire canadien par rapport à NCAA, puis la NCAA, c'est donc bon, c'est donc beau, puis universitaire canadien, c'est moyen, c'est comme des ligues de garage. C'est ça l'impression que ça me donne, en tout cas. C'est ça, mais dans le sens que on s'entend qu'il y a quelque chose qui est quand même, je trouve, qui va à l'encontre de justement tes Hockey Canada, puis tu as cette vision-là de ton programme universitaire en même ton pays. Donc, il y a clairement, je sais que c'est pas Cherry Piper, donc la directrice générale de l'équipe qui organise et qui va faire que le U-Sport se développe mieux. Là. Il y a quelqu'un d'autre dans l'organisation de Hockey Canada qui doit faire ça, mais il y a quand même quelque chose qui, selon moi, c'est un peu... oui, encore une fois, je veux pas rentrer dans le patriotisme, mais il y a toujours eu quelque chose un peu contre les Canadiens français, contre les Québécois. Donc, est-ce que c'est 100% ça? Je pense pas. Là. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une question, comme tu l'as dit, de la NCAA. C'est vu vraiment grandiose, puis il y avait des très bonnes joueuses. Donc, c'est pas comme s'ils ont juste pris, ils ont ignoré tout le talent, mais il y a quand même, pour moi, un des trucs qui est venu me chercher, c'est pourquoi à ce point-là, cracher sur ton université au Canada quand t'es équipe Hockey Canada. Il y a comme quelque chose pour moi qui marche pas là-dedans. Là. Oui, mais donc tu voulais pas verser dans le patriotisme, mais là, tu viens de faire un bon discours de patriote, par contre. Un peu. Oui, mais puis ce que tu dis, là, c'est ça que les entraîneurs disaient aussi, là, ils disent, tu es Hockey Canada, c'est la meilleure joueuse au Canada, puis tu l'ignores. Fait que le message qui est lancé, là,
si ta fille, là, elle a 15 ans, puis elle est au secondaire, puis elle est vraiment bonne, puis là, elle regarde pour aller ici à Québec, on a un gros programme collégial, le Cégep Limoilou, là, à côté de chez nous, là, où le Titan, qui est un beau programme. Ouais. Tu sais, les filles qui sont là, eux autres, ils pensent qu'ils veulent aller à Ohio State ou ils veulent aller à Concordia. Tu sais, c'est beau, c'est tout payé, tu sais, puis c'est incroyable, tu sais. Donc, eux autres, ils parlent de ça, là. Puis en plus, ton rêve, c'est pas de jouer pour... C'est pas vrai que leur rêve, c'est de jouer dans PHWH, là, dans PWH, en tout cas, la Ligue féminine, là. Et leur rêve, c'est de jouer pour Team Canada. C'est ça, leur Ligue nationale. Puis quand tu réalises que si tu vas jouer dans l'universitaire américain, tu n'auras pas joué pour Team Canada, ben c'est la roue qui tourne, puis c'est là que c'est un drame, là, comme me disait l'entraîneur du Titan Limoilou ici, Pascal Dufresne, là, c'est triste, là, parce que c'est ça, la roue qui tourne, puis il y en aura moins. Mais non, t'en as une, t'as Gabriel Santerre, let's go, moi, je veux aller à Bishop, je veux aider à développer le programme. Je pense que l'universitaire canadien, il y a des bons entraîneurs, il y a un bon encadrement. Tu sais, c'est pas le gymnase avec incroyable en marbre, là, comme à Ohio State, là, mais elle y croit, puis le calibre est bon, puis là, elle se fait ignorer. Fait que, tu sais, c'est quoi tu dis, c'est une petite joueuse là, de 15 ans, c'est ça le drame aussi. C'est sûr que c'est vraiment démotivant. Puis on l'avait fait l'année dernière, la vidéo sur comment est-ce qu'on peut faire pour concrètement améliorer le U-Sport canadien versus la NCA. Comment est-ce qu'on fait pour leur monter un peu pour qu'ils soient au meilleur niveau. Puis au hockey, des gars, on disait il y a beaucoup de travail à faire. Mais au hockey joué par les femmes, en ce moment, il y a vraiment une opportunité de se mettre dans la bonne voie. C'est moins en retard que le hockey canadien, sauf qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir que Hockey Canada, que les organisations au Québec se mettent ensemble pour qu'on dise justement qu'on fasse le push pour qu'on investisse vraiment dans notre hockey universitaire québécois si on veut justement éviter la même situation qu'au hockey masculin où le hockey universitaire est vraiment délaissé. Mais écoute, là on a parlé beaucoup de la situation, qu'est-ce qui a mené à ça. Moi, j'aimerais juste ça, comme donner un petit peu de contexte. Tu nous expliquer un petit peu, en tant que tel, c'est quoi la situation de Santerre, là, en gros, sur quoi tu as enquêté à la base, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle depuis 2-3 minutes. Là. OK, bon, ben moi, je m'appelle Jean-Nicolas Blanchet, j'ai 36 ans. J'habite à Québec. Bon, écoute, moi, premièrement, je suis chroniqueur au Journal de Québec, au Journal de Montréal, aussi à TVA Sport. Je suis adjoint au directeur des sports, donc je gère la section des sports du Journal de Québec, Journal de Montréal. Puis je suis chroniqueur de temps en temps. Fait que j'écris souvent mes coups de gueule, puis j'écris sur tous les sujets. Puis je suis un gros fan de hockey, de baseball et tout, mais j'écris sur un peu tout. Là, fait que là, j'ai reçu cette info-là sur Gabriel Santerre de quelqu'un que je connais. Puis là, je ne suis pas un grand fan de hockey féminin, mais j'adore le hockey féminin. Je veux dire, j'aime bien ça. Je ne suis pas contre ça. C'est juste que je ne suis pas un connaisseur. Tu sais. Puis j'ai vérifié. Puis effectivement, tu sais, Gabriel Santerre a joué à Bishop. Son année recrue universitaire. Fait 49 points en 25 matchs. Meilleure scoreuse de la Ligue. Meilleure recrue de la Ligue. MVP de la Ligue. Et n'est pas invité pour faire l'équipe Team Canada U22, qui est la porte, qui est l'équipe avant les seniors et les grandes vedettes des Jeux olympiques. Là. Et tu as Émilie Lucier qui joue à Concordia aussi, 5e meilleure pointeuse de la Ligue. Son équipe ne perd pas un match cette année. Si je ne me trompe pas, elle gagne les séries, ne perd pas un match. Elle, c'est une des vedettes de cette équipe-là. 2 filles qui auraient pu aller jouer dans la NCAA facile, avec des bourses complètes, qui ont décidé de faire confiance au hockey universitaire canadien, québécois. Puis là, sont ignorés. C'est le temps de faire l'équipe. Puis ils sont ignorés. Ils ne sont pas invités là. Puis on réalise que tous les joueurs qui ont été invités pour le U22, c'est tous des joueurs qui jouaient dans la NCAA. Est-ce que la NCAA, c'est bien plus fort que le hockey universitaire canadien? C'est plus fort. Les meilleures équipes sont plus fortes, mais les moins bonnes équipes sont moins fortes. Donc, ça dépend de quel point de vue tu regardes ça. Et c'est ça. Ben là, j'ai réalisé aussi, il y a plein d'autres éléments. Là. L'équipe des 18 ans, ils ont invité 4 filles. Même si le Québec a perdu au championnat canadien en prolongation, en finale. Donc, si l'Ontario est plus fort que le Québec au niveau hockey féminin parce qu'ils ont plus de joueuses,
Mais est-ce que l'Ontario mérite d'avoir 20 joueurs sur cette équipe-là, puis Québec 4? C'est là qu'on n'est pas sûr. Là, c'est là qu'on se pose des questions. Puis quand j'ai parlé à Hockey Canada, ben, je me suis dit, il y a sûrement... Je suis quand même naïf dans la vie où je fais confiance au monde. Là, je ne suis pas complotiste peut-être que je devrais l'être plus. Là, mais je pensais que Team Canada allait me répondre quelque chose. Là, J'ai rien eu, aucune nouvelle. Puis Hockey Canada n'a jamais cru bon d'aller la voir, Gabriel Santerre, cette saison. Ce qui est ce que j'avais la misère à croire. Là, puis je l'ai demandé à 3-4 personnes pour être sûr que c'était vrai. Là, donc là, la coach de Bishop, la coach de Santerre, a proposé à Hockey Canada de faire un partenariat, au moins pour la voir, pour la considérer. Ça a été une fin de non-recevoir en voulant dire non. Là. Puis le salaire, ce qui a été dit, c'est que Santerre n'a pas assez de patins. Il ne patine pas assez vite. Comme Mélodie Daou à l'époque, qui a finalement été une des plus grandes joueuses de cette génération. Comme puis Isabelle Leclerc, qui coach Carabin Université de Montréal, ce qu'elle me disait, c'est comme si Hockey Canada voulait une sorte de joueuse, là, nord-sud, tandis que nous, on a des. Je pourrais dire, nous, on a un peu de Mike Ribeiro à travers ça, tandis que les autres, ils veulent des Josh Anderson. Là, Mike Ribeiro, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Là, je pourrais dire Joe Pavelski, je sais pas. Non, on est J'irais dire Tom Payette pour les Team Canada, puis pour le Québec, David Dernay, mettons. Là, patine pas vite, mais fait que je sais pas si c'est bien résumé, là, mais ça ressemble pas à ça. Il y a beaucoup de choses là, que justement, je vais essayer de ne pas comme tout prendre dans un bloc, mais il y a un des trucs que je trouve intéressant dans ton intro d'article, puis on revient un peu là-dessus, quand tu parles que tu fais le parallèle avec si c'était dans la LHMQ, qui est une ligue que la LNH va regarder beaucoup, ou que Hockey Canada va pas snobber la LHMQ. S'il n'y a pas de joueurs dans la LHMQ pour leur équipe U20, mettons, il n'y en aura pas, mais ils vont pas snobber la ligue. Mais là, c'est comme si Hockey Canada voyait vraiment le hockey universitaire, puis là je reviens encore, mais c'est comme s'ils voyaient comme, mettons, le hockey junior A. Mais même là, dans le monde du hockey masculin, c'est une ligue qui va être épiée, qui va être regardée par les recruteurs. Et donc, c'est comme si, je sais pas, il y a comme quelque chose que ces deux filles-là, Lucie et Santerre, on les a reçus. Ils nous avaient dit, je sais plus s'ils nous avaient dit en direct ou avant, là, Renaud, je me rappelle plus exactement, mais les deux avaient eu des offres pour aller aux États-Unis. Oui, non, on en a parlé en direct. Santerre, Lucie, puis elle est plus jeune, là, mais il y avait aussi Ariane Leblanc, la gardienne qui a permis à Concordia de faire leur saison imbattue, qui elle aussi a été allée visiter. Ils ont tous eu des offres d'université de la NCAA, puis pas des programmes. Écoute, peut-être que c'était pas le plus gros programme du pays, mais c'était loin d'être les pires aussi. Là, il y avait le choix des cadeaux. Il y avait le choix des cadeaux, eux autres. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, en fait, je veux revenir au point de. Mettons l'année prochaine. Là. Tu nous as dit un peu avant que tu pensais probablement qu'elle va être invitée. Qu'est-ce que tu penses qui va s'être passé? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'elle soit invitée l'année prochaine? Est-ce qu'il faut qu'elle fasse 4 fois plus de points? C'est quoi? C'est quoi tu penses qu'il faut que le Hockey Canada fasse pour que U-Sport soit pas snobé? Ben, tu sais, en fait, l'an passé, cette année, elle n'a pas été prise. Fait que donc, ça a été annoncé peut-être en juin. Elle n'est pas prise, puis c'est épouvantable. Mais l'année passée, donc en 2023, le fait qu'elle ne soit pas prise, ça aussi, ça n'avait aucun bon sens, puis ça a surpris tout le monde. Là. Elle venait de faire, je pense, 107 points en 50 games en 2 ans dans le collégial. Elle avait battu tout le monde. Puis, elle avait battu tous les records possibles. Ça n'avait aucun bon sens là, comment elle dominait. Là. Puis là, le monde se sont dit, ben voyons, mais là, c'est pas grave. L'an prochain, universitaire, là, on va voir, elle va jouer avec. Elle joue quand même avec des filles de 3-4 ans de plus qu'elle. C'est fou, là. Puis là, elle domine encore, elle n'est pas prise. Mais là, l'an prochain, c'est la dernière chance. Elle va avoir un an de plus. D'après moi, d'après moi, le fait que. Est-ce que je peux être prétentieux puis dire le fait qu'on a rendu ça public puis on a questionné, ça peut changer quelque chose? Je ne sais pas, là. Je sais pas, mais. C'est sûr qu'ils en ont entendu parler. Puis c'est sûr que ça a légitimé, je pense, les intervenants au Québec, en voyant le mouvement que ça n'a pas de bon sens, ça a légitimé à eux à se battre. Puis je pense que beaucoup de ces gens-là, ils ne voulaient pas se mettre à dos au Hockey Canada.
Puis là, à un moment donné, ça avait tellement pas de bon sens. C'est comme la goutte qui faisait déborder ça. Puis là, tout le monde se sont dit, OK, on y va. Parce que je parlais avec plusieurs entraîneurs et tout. Puis, tu sais, il était quand même assez acerbe, là, assez cinglant. Puis, tu sais, il me disait, tu sais, moi, c'est under record, puis let's go. Puis, Ouais. j'ai pas de problème avec ça. Puis, je m'attendais à ça différemment. Là. Tu sais, fais attention comment. Non, eux autres, c'est let's go. Puis, comme si c'était tout de passer le mot, là, ça suffit. Puis, ils le font pour une cause noble. Là, tu sais, ils le font pas pour être plus riches, là, nécessairement. Là, mais ils le font parce qu'ils veulent sauver le hockey universitaire canadien. Là, c'est surtout ça aussi. Hein. Ben, c'est ça, moi je pense, la grande force en ce moment quand on regarde le hockey universitaire au Québec. Tu sais, la coach de Concordia, je me souviens plus, le nom m'échappe là, mais tu sais, c'est une équipe dans. Caroline Ouellette, non? Caroline Ouellette est assistante, oui. Tu sais, Assistante. une ancienne légende du hockey féminin. Puis la coach principale, son nom m'échappe là, en ce moment, mais c'est une ancienne joueuse aussi de Harvard, ancienne capitaine, il me semble, de Harvard. Fait que, puis on voit aussi plus loin à Bishop, c'est que les noms qui sont derrière le banc, les gens qui sont impliqués dans le hockey universitaire féminin québécois, ont tout pour faire grandir ça. Ils ont les meilleures équipes derrière. Puis quand on parlait à Lucier qui avait choisi, admettons, Concordia, qu'est-ce qui l'avait convaincu justement de prendre ça à la place des offres de NCAA où oui, le gym est plus beau, l'école est plus belle, là, il donne telle chose, tu joues avec telle joueuse, whatever. C'était vraiment le coaching staff qu'ils ont derrière à Concordia, puis c'est ça qui a convaincu beaucoup des joueuses qui sont là en ce moment. Fait que ça serait ça vraiment la force. Moi, je me demandais, quand tantôt tu parlais un petit peu du coup de patin de Santerre, de que c'est des joueuses qui sont moins robots, là, on l'a vu, Santerre, elle se promène avec la POC dans la zone offensive comme... Il faut avoir son talent pour que ça soit conseillé de faire ça. Puis Leucier, elle est capable de rentrer complètement dans le milieu de la glace, malgré que ça soit pas la plus grosse sur la glace. Fait que c'est vraiment des joueuses avec un peu des X-factors pour le U-Sport, là, si on parle en termes comme ça, qui ont des petits talents un peu plus flashy que ce que tu voudrais dans une joueuse normale, mais qui l'assument. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu de beaucoup des entraîneurs à qui tu as parlé, ou bien c'était juste celle des Carabins qui t'a parlé un peu de pourquoi ça expliquerait qu'ils n'ont pas été prises? Non, la plupart m'ont parlé du patin. L'entraîneur qui parlait, c'est Julie Chou, ça se peut-tu? Ah, exactement, c'est ça le nom que je cherchais. Au niveau de ce qui est recherché, c'était pas mal à l'unisson, là, où on me disait, on parlait du patin, puis ça prend tout le temps du patin. Mélodie Daou, quand je parlais tantôt du patin, c'était toujours ça qu'on disait, là, tu patines pas assez vite, je veux dire, ça a été une héroïne, là, pour le Canada. Puis, quand tu parlais tantôt des entraîneurs là, à l'Université de Montréal, ce qu'Isabelle Leclerc me disait, c'est qu'elle a coaché avec qui donc elle a coaché? Avec une ancienne de Team Canada qui était adjointe. Là. C'était-tu Caroline Ouellette? En tout cas, elle est allée à NCAA puis elle racontait à quel point oui, c'est moins beau, mais l'entraînement, le suivi, le programme, ça ne donne rien envie à personne, là, ce qui se passe au Québec. Là, puis, Isabelle Claire disait qu'il y a 12 ans, c'est pas pareil que là, ça s'est amélioré beaucoup. Puis, le niveau est très bon. Là, le problème, c'est qu'il faut juste éviter d'en perdre trop parce que la tentation est bonne. Puis, quand tu disais qu'est-ce que Hockey Canada devrait faire pour s'assurer qu'on est. Oui, mais en partant, si Hockey Canada, ils ne regardent même pas Hockey universitaire canadien. Ça veut dire qu'on part de loin et on n'est pas proche de vouloir sauver ça. T'sais. Fait que mais y a-t-il quelque chose quand même que tantôt tu parlais que justement la LNH, encore aujourd'hui, pour le hockey féminin, c'est vraiment les Team Canada, c'est vraiment les concours internationaux. C'est vraiment ça l'objectif principal en ce moment. Ça va peut-être changer dans les prochaines années quand la LPHF va prendre plus d'envergure, va devenir encore plus établie, puis ça va devenir une ligue. Tu sais, là, on voit là, les équipes, cette année, il y en a 2 ou 3 qui vont être 100% dans l'aréna de l'équipe AHL de leur ville. Donc, on s'entend que c'est quand même plus de foule. On augmente en marketing, on a les logos et tout. Et là, il y a eu le premier draft, qui n'était pas le draft d'entrée, donc il y a 1 an, mais il y a eu cet été le premier draft, comme à chaque année dans la LNH. Et il y a eu quelques joueurs du U-Sport qui ont été sélectionnés. Donc moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, Hockey Canada va être obligé de se tourner vers U-Sport parce que la LPHF va se tourner vers U-Sport?
Je ne sais pas si ça a du sens de faire ce lien-là de causalité, mais moi, c'est de même que je le vois aussi un peu que un moment donné, les directrices générales de la Ligue professionnelle vont peut-être forcer la main en donnant de la légitimité que Hockey Canada ne donnait pas. Pas, non, non ben, je pense pas, moi. OK, non, comme si j'étais un grand connaisseur. Là. Non, mais il y a une explication qui est un peu plus technique. C'est que quand tu joues, quand tu finis ton secondaire, tu t'en vas jouer NCAA, mettons. OK? Puis, ou quand tu vas jouer collégial, ben, des fois, tu peux partir du secondaire puis aller jouer direct NCAA, ou tu peux jouer collégial 1 an puis aller NCAA. Donc, mais quand tu vas NCAA, tu vas jouer 4 ans. Mais là, si tu restes au Québec, tu vas jouer 3 ans, tu peux être 3 ans à ton cégep ou 2. Après ça, tu as 5 ans universitaire. Fait que tout ça pour dire qu'à la fin, là, tu sors de ton NCAA, tu as 24 ans, 23 ans, tu sors du hockey universitaire canadien, tu as 25, 27, 27 ans. Ce 2 années-là de différence, ça peut faire qu'une joueuse est bien meilleure. Là, ça peut faire en sorte qu'elle va être repêchée. Puis, tandis que là, tu as comme un genre de gap là, pour les filles qui sortent d'NCAA où ils vont jouer dans le circuit professionnel, mais ils seront pas habillés ou ça va être trop difficile, donc ils ne prennent pas. T'sais. Puis tu parlais aussi de. Tu parlais aussi de. Tout à l'heure là, de ceux qui ont été repêchés. Team Canada n'a pas pris Jade Downey-Landry en passant. Là, ça, elle était à New York, elle était bonne. Là, elle a fait plein de points. Il y a plein de filles qui ont été sélectionnées pour jouer sur Équipe Canada, des filles qui ont des chaises, là, des filles qui ont des rôles, vous connaissez ça un peu, quand on dit c'est cette chaise-là. Tandis qu'elle a marqué, elle était bonne, puis elle n'est pas invitée pour Équipe Canada Senior, ce qui en a surpris plusieurs. Là. Ça aussi, on aurait pu faire un texte juste avec ça, puis je pense que c'est un paragraphe dans mon reportage. Là. C'est ça, il y a même des joueurs quasiment établis qui ont été snobés. Mais c'est pas snobé, là, rendu là, peut-être que c'est les disponibilités, je sais pas. C'est-tu comme en même temps? Ben non, là, les jours, Marie-Philippe Poulin est invitée, je veux dire, les meilleurs, ils vont y aller. Là, ça, c'est pas, je veux dire, quand c'est les Olympiques là, à Milan, je veux dire, il n'y a pas une fille qui va rester dans le circuit professionnel pour rater ça, là, c'est sûr. C'est un autre game. Là. Ben, écoute, Jean-Nic, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Écoute, j'ai hâte de lire les prochains repêchages, les prochains reportages. Je sais que là, tu nous disais que tu travaillais sur quelque chose sur les Oakland A's. Ça touche pas exactement le hockey, mais j'ai hâte de lire ça quand même. Ça va être bien intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce soir. OK, ça me fait plaisir. Bonne saison de hockey. Hein? Merci à toi aussi. Patrick Lainé, bye-bye. Bye-bye. Bon, ben, écoutez, il nous reste une petite section d'épisodes à faire. On va parler des joueurs du repêchage LHJMQ 2024, celui qu'on a couvert si vous avez vu le live. Bon, là, écoutez, on est en début de saison. Je vais faire la même préface un peu que quand on parlait du camp des Canadiens. Les deux, trois, je pense que celui qui a joué le plus de matchs, ça doit être Dagenet avec 5 matchs. Ça sert à Dagenet, ouais, 4 matchs, excuse-moi. 5 buts. Il y en a quelques-uns qui sont à 5. Là. Je me suis mélangé entre son nombre de buts et son nombre de matchs pour vous dire à quel point ça va bien pour lui. Mais ça sert à rien d'aller suranalyser ces joueurs-là pour le moment. C'est pas parce qu'un joueur, après 4 matchs en LHJMQ, a pas fait de points ou bien a juste fait un point que ça va être un boss qui va servir à rien. Pas tout le monde est un Maddox Dagenet. Donc, c'est pour ça, là, on va vous parler un peu plus de cas intéressants, vraiment plus en statistiques. On ne parlera pas de coups de patin, admettons. Mais, bon, j'ai un peu vendu le bout de la mèche. C'est quoi l'expression? Je sais pas. Mais, en tout cas, j'ai dévoilé le punch. Là, notre premier, là, c'est Maddox Dagenet. En vrai, on pense qu'on ne pourrait pas faire un petit segment comme ça sans parler de lui. Il est à 7 points. De ces 7 points-là, il y a 5 buts. Maddox... on savait qu'il était grand, mais des fois, ça donne un peu comme Jordan Labelle à Val-d'Or, où le joueur est grand, est imposant physiquement, mais il a vraiment besoin de temps pour apprendre à jouer en LHJMQ, comment utiliser sa posture un peu, son corps pour justement être imposant puis aller mettre des points. Maddox, ça n'a pas été le cas. Écoute, est-ce qu'on a vu des petites erreurs? Oui, mais en tant que tel, ça marche super bien. Puis écoute, quand un joueur te met 7 points en 4 matchs, si une fois de temps en temps, il fait une petite mauvaise passe, c'est pas grave. Puis quand c'est sa première saison, c'est encore moins grave.
Puis c'est surtout aussi que Québec, ils ont l'alignement pour faire que leurs jeunes fonctionnent. Tu sais, on peut juste regarder leur deuxième choix, donc le 24e, Jaden Rousseau, qui lui Mhm. aussi est à 3 points en 4 matchs, qui est comme le deuxième à égalité avec d'autres joueurs du repêchage en termes de points. Là. Mais moi, le truc aussi que je veux parler, là, c'est il y a deux gars qui ont été repêchés cette année qui jouaient dans la même ligue l'année passée, puis c'est Maddox Dagenet puis Ethan Belchez. Madoc Dagenet a été le premier choix au total du repêchage de la LHMQ, donc il a fait 7 points en 4 matchs, Mhm. 5 buts, 2 passes. Mais Ethan Belchez, c'est aussi un énorme gaillard, 6 pieds 4. Il est très lourd et je l'ai regardé son premier match. Il jouait contre Saginaw et je peux vous dire que lui non plus, ça va pas prendre beaucoup de temps avant que le monde connaisse son nom. Là. Il est à 8 points en 3 matchs, 4 buts, 4 passes. C'est incroyable de la manière qu'il joue. Il est déjà sur une ligne offensive avec des gros joueurs du côté des Spitfire. Mais donc, ça, c'était juste un petit parenthèse. Mais moi, une chose que je voulais dire, parce que là, dimanche, on a reçu le directeur du recrutement des voltigeurs de Drummondville, Jean-Sébastien Perron. Et ça m'a comme un peu mené à devoir faire des recherches sur les repêchages de la LHMQ jusqu'à 2016. Donc, je suis revenu quand même de 8-9 repêchages en arrière. Et quand on regarde les top 10 des repêchages à chaque année, la plupart du temps, là, c'est pas comme dans la LNH parce que c'est des choix safe. La plupart du temps, il y a au moins Ouais. 5 ou 6 gars qui vont bust. 5 ou 6 gars, puis quand je dis 5-6, là, c'est peut-être minimum. Là. Il peut y avoir 7-8, là, même des fois les 10 sont jamais rentrés dans la Ligue nationale ou ont jamais eu un grand rôle. Et donc là, pour cette année, là, d'avoir quand même déjà des gros choix, tu sais, le top 5 là, quand même, qui est Ouais. capable de produire à un certain niveau. Euh, Puis, tu sais, dans les années dernières, bon, c'est sûr que c'est encore trop tard, mais si on regarde l'année de Caleb Desnoyers, tu sais, on peut déjà voir quelques joueurs que ça effrite un peu, qui produisent pas autant ou qui surpassent les attentes. Mais mettons, on revient à juste l'année, parce que là, je veux revenir à l'année qui a des joueurs qui ont été repêchés. Mais tu sais, Thomas Lavoie, repêché dans le troisième round, mais il a été pris premier. Thomas Lavoie, rien n'est certain pour lui. Donc, ce que je veux dire avec ce segment-là, c'est un peu. En ce moment, quand tu disais que c'était trop tôt, c'est vraiment trop tôt parce que justement, Mm. il faut laisser le temps. Il y a des gars comme Owen Phillips, Quinn Kennedy, qui, eux, ont été repêchés top 10 en 2022, qui sont même pas proches d'être repêchés cette année ou de se rendre professionnels. Mais donc, c'est des gros noms. Moi, il y a un gars que j'étais bien excité, Dylan Rosie. Ouais. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu, mais tu sais, c'est ça, 3 points en 4 matchs Mais avec Dylan des Rossi, Sea Dogs. écoutez, aussi, à prendre en considération quand je vais parler de Dylan Rossi, c'est que l'année dernière, Maddox Dagenet ne jouait pas dans la QM18. Euh, dans tous les matchs de QM18 que j'avais regardé, moi j'avais dit à Jules quand j'avais vu Dylan Rossi, parce que ça fait quand même quelques années qu'on s'en parle de ce gars-là, je dis à Jules, c'est le gars qui joue le hockey le plus structuré, c'est celui qui est le plus proche de faire un saut en LHMQ. Dans le sens où Dylan Rossi, il y a eu plein d'occasions où il aurait pu aller en QM18 avec la vitesse, battre des joueurs, aller essayer de faire un tir, prendre tous les tirs pour son trio, mais il était capable de calmer le jeu, faire des passes, bâtir des jeux. Et ça, si vous regardez du hockey QM18, vous le savez, c'est extrêmement rare. C'est du hockey qui est vraiment un peu à la AHL. Là, je mets des gros guillemets parce que c'est pas du tout le même calibre de jeu, mais un peu, on se bouscule. Il y a beaucoup des buts qui sont en contre-attaque à la place d'être en jeu établi, comme on voit dans la LNH. Là. En QM18, c'est vraiment ça, contre-attaque, on relance, on relance, on relance. Ah, il fait une erreur, je le bats sur son erreur. Puis Dylan Rossi, l'année dernière, c'était un des seuls qui était capable de bâtir un jeu. Puis là, quand il arrive à la LHJMQ, 3 points en 4 matchs. C'est moins que Maddox Dagenet, mais encore une fois, il montre juste que c'est un joueur qui était établi, mature et prêt pour jouer en LHJMQ. Puis là, Mais c'est pourquoi on parlait de ce gars-là à l'avance? Tu sais, moi je veux juste me rappeler que Dylan Rossi, là, à 14 ans, il a eu le meilleur nombre de points dans la Ligue Midget 15 AAA. Il a fait 96 points en 31 matchs. C'est 3,1 points par match. Le deuxième meilleur point par match, là, c'est 2,75. Donc, quand on fait juste regarder ça, là, on s'entend que c'est quand même super impressionnant. Je veux dire, Alexis Lafrenière, au même âge, avait fait 69 points en 26 matchs. Donc, tu sais,
tout est relatif. Là. Je suis pas en train de dire que Dylan Rossi va battre Ouais, les attentes de l'excellent Lafrenière, mais dans le sens, c'est pour ça qu'on en parlait là. ouais. Rossi était attendu. Puis écoute, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, puis comme je l'ai dit aussi au début, c'est trop tôt pour faire des conclusions sur des joueurs. Par contre, moi, en ce moment, en regardant justement, comme tu as dit, le nombre de joueurs qui ont fait la ligue, puis pour avoir vu, tu sais, presque tous les joueurs du top 10, j'ai regardé un petit peu de leurs matchs, là, sans avoir regardé leurs 4 matchs complets. Je fais d'autres choses de ma vie que regarder du hockey à la GMQ, croyez-le ou non. Oh. Mais ouais, des fois, je regarde du hockey ici à HL. Non, personne ne regarde Trois-Rivières. Mais c'est une blague. Mais ce que moi, ça me dit, là, c'est que euh, je pense qu'on pourrait avoir ici une autre cuvée un peu à la comme cette année. Puis c'est très tôt pour dire, mais dans le sens, une cuvée où on parle de plusieurs gars de la LHMQ qui pourraient se démarquer au repêchage LNH. Tu sais, veut pas, là, on le réalise peut-être pas, mais une fois que les joueurs sont draftés en LHMQ, de la QM18 ou bien de peu importe les autres ligues, ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour arriver puis se faire une place, puis en tout cas se faire remarquer pour le repêchage LNH. Tu sais, si tu as une mauvaise première saison en LHJMQ, l'année d'après, ben, il faut que tu mettes des bouchées triples là, des fois pour te faire remarquer puis juste espérer être repêché, même si c'est en septième ronde. Là, regardez des Justin Côté, il y en a plein là, d'exemples de joueurs qui ont percé, mais il y avait 19 ans, fait que pour le repêchage LNH, il était trop tard. Mais moi, quand je vois les joueurs du repêchage cette année, que ce soit Jaden Plouffe à Chicoutimi, qui a juste eu un point en 4 matchs, je vois quand même des joueurs structurés. Chad Legikiatos à Shawinigan, je l'ai dit vite pour pas que vous remarquiez que je l'ai mal dit. Mais c'est des joueurs où on voit le potentiel ici, puis je pense qu'on va avoir un repêchage où il va y avoir quand même beaucoup de joueurs qui pourraient être dans la discussion pour le repêchage LNH quand ça sera leur année, même si c'est pas par, dans la discussion du premier overall, là. Un peu comme on a cette saison. Caleb Desnoyers, on en parle pour le top 10, mais après ça, ça descend. Le Justin Carbonneau, on en parle pour le entre 10 et 20, puis c'est très tôt, mais après ça, on descend. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, quand vous regardez les joueurs éligibles à la GMQ, qui sont si tu veux regarder du scouting pour le repêchage cette année, tu es obligé de les regarder. Puis je pense que cette année-là, ça va être la même chose. Après, à tenir en compte que c'est ça, c'est une prédiction très tôt, mais moi, c'est un peu le vibe que ça me donne. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en confiance puis qui ont l'air à leur place en LHGMQ. Ah ben, malheureusement pour tous ces gars-là, en 2026, il y a un certain Gavin McKenna qui va leur Ouais. laisser zéro chance d'être le premier overall. Mais c'est ça. Maddox Dagenel, comment ça commence? Ça pourrait être très beau. Et Québec pourrait devenir une force très rapidement avec les jeunes qu'ils ont, donc Jaden Rousseau et Charlie Morrison. Donc, 3 choix en 28 pics, là, puis à date, ça a l'air de tout fonctionner. Donc, c'est ça. Je sais pas si on a d'autres choses à rajouter. Moi, je veux dire, c'est sûr, j'ai vu Cossette Ayotte, le Ouais. deuxième overall. Je l'ai vu 2 matchs. Il m'a pas frappé aux yeux comme, mettons, un certain Xavier Villeneuve. Mais je le trouve quand même assez en confiance et je pense que ça. Il y a de beaux espoirs de ce Mais côté. là, question pour toi, là, parce que moi, en fait, Cossette Ayette, toi, je pense que tu l'as regardé cette fin de semaine, c'est ça? Ouais, ça fait une semaine, puis semaine Moi, passée j'avais un peu, là. regardé, c'est ça, l'autre fin de semaine. Puis écoute, il y a eu 2 points en 4 matchs. Il est à l'aise. On voit qu'il a sa place à la GMQ. Mais moi, dans les matchs que j'ai regardés, en fait, ces 2 premiers à la GMQ, les deux, il a fini avec 0 hits. Alors qu'en QM18, c'était quand même connu pour, tu sais, c'est pas le shutdown ultra robuste, mais quand même, tu sais, c'est un grand défenseur robuste qui amène de l'attaque, là. Il est connu pour son jeu two-way, pas seulement offensif. Je me suis Ouais, curieux de ouais, mais ça, savoir, je l'ai toi, vu. Ça, je l'ai vu. ouais, il a Ouais, amené c'est un ça. peu plus de jeu physique. Ben, ne sachant pas exactement quel type de joueur était, comme j'ai pas pu voir autant de lui l'année passée dans le QM18 que toi, euh, c'est sûr que justement, j'avais pas comme des attentes comme ça, justement les hits ou whatever. Puis aussi, je regardais pas le match pour lui, hein. Donc, Mhm. je regardais principalement pour Justin Carbonneau et les joueurs de l'Armada. Mais ce que je dois dire, c'est moi, j'ai vraiment aimé ses relances. Mhm. Et j'ai trouvé ces jeux de transition en zone neutre, là. Donc, euh, de sa zone, je pourrais pas dire, je me rappelle pas, mais je me rappelle de quelques bons coups que je le voyais de sa ligne bleue à l'autre ligne bleue, prendre des très bonnes décisions, soit la porter ou faire une bonne passe, et son patin fluide. Donc, moi, je trouve Ouais. que ça s'en va dans la bonne direction.
Moi, j'attendais vraiment juste qu'il commence à frapper un peu parce que ce gars-là, moi, des 2 matchs que j'ai vus, c'est sûr, c'est ses premiers, mais si tu ajoutes un peu de hitting, un peu vraiment cet aspect, je te donne un peu à la Rainbacker à Montréal, là. Ouais. Si ce gars-là se met à frapper un peu, ouf, là, tu as un défenseur qui fait peur. Peut-être jamais la superstar qui est complète puis qui a tout, mais quand même un défenseur two-way qui est capable d'amener des gros atouts des deux côtés de la passion. Fait que j'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir. C'est toujours excitant des jeunes de même. Puis je veux dire, sur la bande, c'est de l'Abitibi. Donc c'est sûr que Val d'Or va toujours être dans notre cœur. Écoutez, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir écouté. On se retrouve mardi soir prochain. On garde le sujet en surprise, mais merci d'avoir été avec nous cette semaine. Bonne soirée.